Alors, imaginez une foule en colère. On a tous cette image en tête. Et on dit souvent qu'elle a perdu la tête. Mais est-ce que c'est vraiment la foule qui pense? Figurez-vous qu'en 1924, un psychologue, Floyd Allport, a balancé une idée qui a tout changé. Pour lui, pour comprendre le groupe, il faut d'abord regarder à l'intérieur de chaque personne. Et c'est cette idée, assez révolutionnaire pour l'époque, qu'on va décortiquer ensemble. C'est une sensation qu'on a tous un peu connue, non? Quand on est pris dans un mouvement de foule, un concert, dans une manif, on se sent un peu différent, moins maître de soi. Alors la grande question, c'est est-ce qu'il y a une sorte de conscience collective qui prend le contrôle, ou est-ce que le secret il se cache ailleurs, finalement, au plus profond de notre propre cerveau? Pour bien saisir à quel point Allport était audacieux, il faut vraiment se replonger dans l'ambiance de l'époque. Avant lui, la croyance générale, c'était que les groupes possédaient une espèce de conscience collective, une âme de la foule, un truc presque mystique qui dépassait complètement les individus. À l'époque, si on avait posé cette question, la réponse aurait été un grand oui, sans hésiter. On parlait de contagion émotionnelle, un peu comme si les émotions étaient un virus qui se propageait dans l'air. On imaginait même des forces psychiques qui flottaient au-dessus des têtes. Pour ces penseurs, une foule, ce n'était pas juste une somme de personnes, non, c'était une toute nouvelle créature avec ses propres désirs, sa propre volonté. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'Allport arrive et met un grand coup de pied dans la fourmilière. Avec cette phrase, il dit stop. Il rejette complètement cette vision. Pour lui, parler d'un esprit de groupe, c'est de la superstition, ça n'a rien à voir avec de la science. Allport va même jusqu'à donner un nom à ce concept, l'illusion de groupe. Il le décrit comme un fantôme, une belle image, une métaphore, mais qui n'explique rien du tout. D'ailleurs, il pose une question toute simple. L'esprit de la réunion, il devient quoi quand tout le monde est rentré chez soi? Eh bien, il disparaît. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment existé en dehors des gens qui étaient présents. Bon, alors, si cet esprit de groupe n'est qu'une illusion, où est-ce qu'on doit regarder? La réponse d'Allport est aussi simple que radicale. Arrêtons de chasser les fantômes et concentrons-nous sur la seule chose qu'on peut vraiment observer et mesurer, le comportement de l'individu. Son approche est presque chirurgicale. C'est un enchaînement très simple, très mécanique. Il y a un stimulus social, par exemple on voit quelqu'un se mettre à courir. Ça déclenche une réaction physiologique en nous, dans notre cerveau, dans notre corps. Et cette réaction produit une réponse qu'on peut voir. On se met à courir aussi. Toute l'action, toute la magie, elle se passe à l'intérieur du système nerveux de chaque personne, pas quelque part dans les airs entre les gens. Et pour bien comprendre ce mécanisme, Allport nous dit qu'il faut remonter à la source. Vraiment à la source, c'est-à-dire à nos tout premiers réflexes, ceux qu'on a quand on est bébé. C'est là, selon lui, que se trouvent les véritables fondations de toute notre vie sociale future. Et voilà ces fameuses fondations. Allport identifie des réflexes ultra-primaires. Fuir quand on a mal, se débattre si on est coincé, chercher à manger. Des trucs très très basiques. Il dit que ce sont un peu les briques de Lego de notre comportement. Et c'est en assemblant ces briques toutes simples, en les complexifiant grâce à ce qu'on apprend, qu'on finit par construire de véritables cathédrales sociales. D'accord, mais la question, c'est comment on passe de ces réflexes de base à une personnalité sociale complexe, avec des émotions, des stratégies. Eh bien, la réponse d'Allport tient en un mot, l'apprentissage. Notre moi social n'est pas là à la naissance, il se construit, pièce par pièce. Et là, c'est une rupture totale avec la pensée de son époque. Pour Allport, l'idée qu'on aurait un instinct grégaire, un besoin inné d'être en groupe, c'est un mythe. Personne ne naît sociable. On apprend à l'être, tout simplement parce que, par essai-erreur, on a compris que certains comportements en société nous aidaient à satisfaire nos besoins les plus primaires. Du coup, des traits comme le leadership ou la timidité, ce ne seraient pas des traits de caractère innés, mais juste des ensembles d'habitudes qu'on a prises. Quelqu'un pourrait par exemple apprendre à devenir un leader pour compenser, disons, une faiblesse physique, et comme ça mieux satisfaire ses besoins de base. La personnalité, c'est une construction. Mais alors, si l'esprit de groupe n'existe pas, comment on explique cette force qu'on sent tous, cette pression presque palpable quand on est au milieu d'autres gens? Allport ne nie pas cette sensation, mais il l'explique avec des mécanismes très concrets, bien réels. Le premier mécanisme, c'est ce qu'il appelle la facilitation sociale. C'est typiquement l'énergie qu'on ressent dans une salle de sport bondée, cette ambiance qui nous pousse à faire une répétition de plus alors que si on était seul à la maison, on aurait déjà abandonné depuis longtemps. La simple présence des autres, ça libère notre énergie. D'ailleurs, Allport s'appuie sur une expérience toute simple mais très parlante. On demande à des enfants d'enrouler une ligne sur un moulinet de pêche le plus vite possible. Le résultat? Ils sont bien plus rapides quand ils le font en groupe, les uns à côté des autres, que quand ils sont seuls. La simple vue des autres en train de faire la même chose a suffi à booster leur performance.
Le deuxième mécanisme est un peu plus subtil. C'est un biais de notre cerveau, un raccourci mental. On parle du principe que notre réaction personnelle est partagée par tous les autres membres du groupe. On a l'impression, à tort, que tout le monde pense et ressent exactement la même chose que nous. Ça crée un faux sentiment de consensus total. Et cette illusion, elle a un effet surpuissant. C'est exactement ce que dit cette citation. Quand un leader donne un ordre, on n'a pas l'impression d'entendre juste sa voix. À cause de l'illusion d'universalité, on a l'impression que l'ordre vient de la foule entière. Et ça lui donne une force immense, ça nous pousse à obéir. Bon, pour conclure, quel est l'impact de tout ça sur le long terme? En fait, Allport a complètement transformé sa discipline. Il l'a fait basculer de la spéculation, presque de la philosophie, à une véritable science expérimentale, basée sur des faits. Son plus grand héritage, c'est vraiment d'avoir donné ses lettres de noblesse scientifique à la psychologie sociale. Fini les concepts un peu vagues et mystiques. Place à les mécanismes concrets, observables, comme la facilitation sociale. D'un coup, l'influence de la foule devenait enfin quelque chose qu'on pouvait étudier et comprendre. Et ce qui est fou, c'est que plus de 100 ans plus tard, cette idée fondamentale, que pour comprendre le groupe, il faut d'abord et avant tout comprendre l'individu, eh bien, elle reste au cœur de la psychologie sociale moderne. Au final, la question qu'Allport a posée il y a un siècle est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Si tous les phénomènes sociaux naissent bien à l'intérieur de notre cerveau, est-ce que ça veut dire que la société n'est que la somme de millions de comportements individuels? Ou est-ce qu'il existe quand même, malgré tout, quelque chose de plus grand qui nous dépasse? C'est une réflexion qui est loin d'être terminée.